Arrêtez-la! Mais puisque je vous dis que ce n'est pas moi! Oh, dis ça! Est-ce qu'il y a des témoins? Moi, je suis témoin. Qu'est-ce que vous avez vu? Tout. J'ai tout vu. Le burlesque tire ses origines de la pantomime, un théâtre où l'expression du corps prime sur l'expression orale. Il s'agit d'un genre cinématographique très populaire, et ce pour une simple raison. Il se fait comprendre de tous, même des illettrés. Les sujets abordés sont généralement dirigés contre les mouvements bourgeois. Les héros du cinéma burlesque, étant dans une majorité de cas des prolétaires, enchaînent avec brio les gags absurdes, les courses-poursuites et les cascades. Le plus souvent, le héros se trouve dans une situation de la vie courante qui dégénère rapidement, ce qui rend l'enchaînement de gags encore plus drôle. La violence est assez présente dans le burlesque, puisque le héros subit ou donne de nombreux coups, d'où le nom de slapstick donné au film burlesque chez les Américains. Même si les gags se ressemblent d'un film à l'autre, ainsi que les sujets abordés, le travail, le sport, l'amour, ce qui fait la force d'un film burlesque est avant tout l'acteur qui met toute sa personnalité et sa force de caractère dans son personnage. Tout le monde a certainement déjà vu un film burlesque. Un panel d'acteurs est encore connu de nos jours. Chaplin, Keaton, Lloyd, Laurel et Hardy. Mais il y a aussi des stars du burlesque dont on entend moins parler, tels que Max Linder, Roscoe Arbuckle ou encore les Marx Brothers. Plus récemment, on retrouve le burlesque dans les cartoons ou chez des réalisateurs-acteurs comme Jerry Lewis, Tati ou même chez Jim Carrey. Même si la majorité des grands comiques burlesques sont des hommes, la femme étant reléguée à un second rôle, on note quand même certaines figures féminines du burlesque, comme Mabel Normand, Louise Fazenda ou encore Marie Dresley. L'arroseur arrosé est sans doute l'un des premiers gags burlesques connus, réalisé par Louis Lumière en 1895. Le burlesque naît avec le début du cinéma en France. Leader mondial de la production cinématographique burlesque avec Pathé et Gaumont, c'est à cause de la Première Guerre mondiale que l'industrie cinématographique migrera aux États-Unis. Le burlesque sera le témoin du formidable essor de l'industrie américaine. Accompagnant la conquête du Nouveau Monde, le burlesque va très vite. Expansion, vitalité, réalité, énergie, optimisme, le cinéma vit ses premiers instants dans l'exploration et la création. Qui dit début du cinéma dit également première star du cinéma. Et cette première star, c'est Max Linder, de son vrai nom, Gabriel Leveille. Précurseur du burlesque en France, il côtoie notamment Charles Prince et son personnage de Rigadin, ainsi que Jean Durand, réalisateur d'une série de films mettant en scène le personnage d'Onésime, interprété par Ernest Bourbon. De nombreux personnages caricaturaux, héros de leur propre série de métrages, émergeront entre 1906 et 1917, comptant parmi eux Boireau, Roméo, Calino ou Zigoto. Linder, quant à lui, crée le personnage de Max, sorte de gentleman dandy, enchaînant les aventures et mésaventures loufoques à travers des dizaines de courts-métrages. Linder lui prêtant ses propres traits, son personnage détient une identité visuelle très marquée, de par ses vêtements, sa moustache, mais aussi sa gestuelle. Max voit le jour en 1910 avec un premier court-métrage, Les débuts de Max au cinéma, dans lequel comédiens et personnages sont déjà étroitement liés puisqu'il se met lui-même en scène, intégrant la maison Pathé et faisant des essais devant la caméra. S'ensuit alors une longue série de courts-métrages qui révéleront le talent de Linder au grand public. Le triomphe est immédiat et international. Charlie Chaplin s'inspirera grandement du personnage de Max pour créer le célèbre Charlot, à ceci près que ce dernier n'est pas un bourgeois, mais un prolétaire. À travers son personnage,
Max Linder introduit un aspect plus psychologique au burlesque français. Cependant, il joue tout aussi bien sur les comiques de gestes, de caractère et de situation. Il ancre majoritairement son personnage dans des tranches de vie plus réalistes, bien qu'il eut recours à divers trucages à ses débuts, à l'instar de ses homologues Harold Lloyd ou Buster Keaton. En 1916, il s'établit aux États-Unis, à Chicago, afin de venir travailler au studio Hassaney que Chaplin venait de quitter. Le succès y est également au rendez-vous grâce à Les Trois Mousquetaires, court-métrage pastiche du roman d'Alexandre Dumas, ainsi que 7 ans de malheur dont certains sketchs sont repris par la suite par d'autres comiques illustres, notamment Groucho Marx et la fameuse scène du miroir. Au terme d'une vie très condensée, comptant plus d'une centaine de films à son actif, Max Linder marque l'histoire du cinéma muet, le genre burlesque et influence ainsi ses contemporains. Il sera d'ailleurs qualifié lui ainsi que d'autres grandes figures du muet comique telles Durand, Feuillade, Rigadin, comme les inventeurs du cinéma burlesque par l'un des réalisateurs phares du genre, Mack Sennett. De son vrai nom, Michael Sinnott, Mack Sennett effectue sa première approche du cinéma en tant qu'acteur au sein de la American Mutoscope and Biograph Company en 1908. Portant très vite un intérêt grandissant pour la réalisation, il se voit confier la mise en scène des comédies produites par la compagnie. Après plusieurs métrages, il prend la tête du studio Keystone en 1912, fondé par Adam Kessel et Charles O. Bauman. Sennett y réalise et produit de nombreuses comédies. Il découvrira ainsi de nombreux talents, issus du milieu du théâtre pour la plupart, parmi lesquels figurent Roscoe Fatty Arbuckle, Mabel Normand, Ben Turpin, Harold Lloyd ou encore Charlie Chaplin. Le comique de ses productions repose principalement sur un aspect assez agressif, assez brutal du burlesque, ressort comique qu'il partage avec Jean Durand ou Laurel et Hardy. On doit notamment à Mack Sennett l'invention des Keystone Cops, représentation loufoque d'une équipe de policiers qu'il tournera en dérision. Dans ses comédies, il privilégie l'absurde et l'invraisemblable et tâche de soigner l'aspect technique et le montage de ses films, ce qui n'était pas le cas chez Max Linder. Après avoir expérimenté le film parlant en 1928, Sennett entame un partenariat avec la Paramount au début des années 30, avec qui il produit et réalise plusieurs comédies. Mais ce partenariat prend fin en 1933, Sennett devant se déclarer en faillite suite à la Grande Dépression. On garde de Mack Sennett un héritage conséquent. En 25 ans de carrière, il réalise, produit ou joue dans pas moins d'1 millier de films. C'est également grâce à lui que des talents du burlesque sont découverts. Également producteur de films burlesques américains pendant cette période, et grand concurrent de Sennett, Hal Roach est chercheur d'or en Alaska avant de faire ses débuts dans le cinéma, en tant que cow-boy à l'Universal en 1912. C'est de cette manière qu'il rencontre Harold Lloyd et fonde avec lui une compagnie de production, La Rolline. Ses comédies sont plus centrées sur des personnages que sur des actions. Il brode de subtiles variations sur un gag unique plutôt que d'accumuler ceux-ci. Hal Roach vit bien le passage au parlant. Il n'hésite pas à convertir certains films muets tournés en 1928 en films parlants et à retourner ces films en différentes langues avant même que le doublage existe. En plus d'Harold Lloyd, on lui doit notamment la découverte de Laurel et Hardy, ou de Harry Langdon. Figurant parmi les stars burlesques moins connues de nos jours, on redécouvre peu à peu Harry Langdon, surnommé le Pierrot lunaire pour la poésie de ses interprétations. Il n'a que 10 ans lorsqu'il monte sur les planches d'un music-hall pour la première fois. Il s'enfuit ensuite lorsqu'il a 12 ans pour rejoindre un cirque. Pendant près de 20 ans, il développe et joue le sketch Johnny's New Car,
avant d'être repéré par Mack Sennett et de rejoindre la Keystone en 1923. Frank Capra écrit pour lui de nombreux gags et dirige ses 2 premiers films, The Strongman en 1926 et Long Pants en 1927. Il quitte d'ailleurs Sennett en 1926 pour fonder la Harry Langdon Corporation, avec laquelle il fera notamment Tramp, Tramp, Tramp qui rencontrera un franc succès. Au sommet de sa carrière, il est considéré comme l'un des plus grands artistes muets au même titre que Charlie Chaplin, Harold Lloyd et Buster Keaton. Malgré cela, il n'arrivera pas à continuer sa carrière après le passage au parlant. De son vivant, il n'avait pourtant pas les faveurs de la critique, considérant qu'il ne se rattachait pas aux traditions clownesques connues et facilement identifiables. Il ne cherche pas à séduire, son comique est celui d'un rêveur mal arraché à son sommeil, qui passe de la fantaisie à l'agressivité et dont les inventions pour combattre les difficultés de l'existence sont battues par sa timidité, surtout envers les femmes. Parmi les moins connus, on peut quand même noter Roscoe Arbuckle, incarnant le personnage de Fatty. On dit que c'est lui qui suggéra à la Keystone de réunir une troupe permanente, celle-ci donnant par la suite leur heure de gloire à plusieurs grandes figures burlesques. Très jeune, Roscoe Arbuckle fréquente déjà la scène des music halls, mais lorsqu'en 1908 il n'y trouve plus de travail, il décide de se lancer dans le cinéma. Alors qu'il était figurant pour la Selig, il rencontre Mack Sennett. Ce dernier l'engage alors à la Keystone. Il y met en scène plusieurs courts-métrages dans lesquels il côtoie notamment Mabel Normand, Ford Sterling ou encore Minta Durfee devant la caméra. Son embonpoint ne l'empêche pas d'être aussi agile et sportif que les autres grands burlesques dans ses acrobaties. Mais ses comédies sont renommées pour leur rythme, leurs scènes de poursuite et leurs gags visuels. Il adore le gag de la tarte à la crème, sa première apparition connue dans un film de Hollywood étant d'ailleurs dans un film Keystone de 1913 appelé A Noise from the Dead, mettant en scène Arbuckle et Mabel Normand. En 1917, il quitte la Keystone et fonde la Comic Film Corporation avec le producteur Joseph M. Schenck. Il a le total contrôle créatif sur ses productions et engage Buster Keaton, dont il devient le mentor. Il est au sommet de sa gloire en 1921 quand un scandale éclate, l'impliquant dans une sombre histoire de meurtre, ses relations et ses plaisirs n'étant pas en phase avec le puritanisme de l'époque. En plus des procès, il doit faire face à une violente campagne de presse que les responsables de la Paramount pour laquelle il travaillait ne peuvent étouffer. Malgré son acquittement, il est mis sur la liste noire d'Hollywood et ses films sont boycottés. Quelques années plus tard, il tente de passer à la mise en scène sous un autre nom, John William B. Goodrich. Il dirige les 2 premiers films d'Eddie Cantor, puis une série de courts-métrages pour Educational Pictures avant de mourir d'une crise cardiaque. Keaton, quant à lui, arrête sa collaboration en 1919 avec Roscoe Arbuckle pour réaliser ses propres films. Son expérience dans le milieu du musical fait de Keaton un excellent athlète et acrobate, tout en lui faisant prendre conscience du pouvoir comique que peut avoir l'impassibilité face à l'adversaire. Surnommé « l'homme qui ne rit jamais », par contraste avec Chaplin, Keaton est l'exemple même du clown blanc. Son visage apparaît inexpressif, mais il n'en est rien. Bien que ses traits changent peu, le moindre mouvement de ses paupières ou de ses sourcils induit une expression tout autre. Keaton joue avec ses yeux. Il est l'auteur d'un cinéma burlesque empreint de surréalisme, mais également caractérisé par une tendance à la démesure créative. On peut citer comme exemple Le Cadet d'eau douce, pour lequel il met en place un cyclone
à l'aide de 6 machines à vent alimentées par des moteurs d'avion. Mais la scène la plus emblématique de la démesure de Keaton, ainsi que l'une des plus connues de l'ensemble de sa carrière de réalisateur, est sans aucun doute l'effondrement d'un pont sous le poids d'une locomotive dans Le Mécano de la Générale. Il s'agit du plan le plus cher de l'histoire du cinéma muet. Il coûta à l'époque 42 000 $, soit un peu plus de 510 000 €. Le film, quant à lui, coûta 750 000 $, soit 9 160 000 €. En 1928, Keaton signe un contrat à la MGM qui lui impose des producteurs et le prive de sa liberté de création. Après de bons débuts sous ce nouveau mode de fonctionnement, s'ensuit une traversée du désert jusqu'en 1962, 4 ans avant sa mort, où il retrouve la reconnaissance du public avec la réédition internationale du Mécano de la Générale. On oppose souvent Keaton et Chaplin, les deux figures emblématiques du cinéma burlesque, de par leur interprétation bien différente. Né en 1889 et issu d'un milieu très défavorisé, Chaplin suit ses parents sur la scène du vaudeville londonien. Lors d'une tournée aux États-Unis, Mack Sennett le découvre jouant un rôle d'ivrogne et propose aussitôt de l'engager. Chaplin signe en 1913 son premier contrat avec les studios Keystone et tourne immédiatement ses premiers films. Chaplin est le premier à abandonner le côté mécanique et les grosses ficelles des comédies de Sennett. Avec lui, fini les slapsticks réalisés à la hâte, se résumant à une succession de gags mécaniques. Les gags sont approfondis, même si pour cela, il faut en ralentir le rythme. À chaque fois que Chaplin réalise un film, il refait chaque scène jusqu'à ce qu'elle lui convienne parfaitement. Son perfectionnisme et sa manière de filmer les gags feront cas d'école. C'est avec ce sens inné de ce qui est juste qu'il crée son personnage de vagabond, Charlot. Muni d'une canne et d'un chapeau melon, vêtu d'un pantalon trop large, d'une veste étriquée et de souliers trop grands, il s'agit du personnage le plus visuel de toute la production cinématographique mondiale de l'époque. Il explique dans ses mémoires que les chaussures de Charlot symbolisent ses soucis, sa moustache, sa vanité, et sa canne, sa dignité. De loser, il peut se transformer en héros en un éclair. Gagnant rapidement le quasi-contrôle de ses films, Chaplin en profite pour intégrer des éléments politiques et artistiques dans ses comédies. Tandis que le Kid marie habilement mélodrame et humour, Les Temps modernes traduit son angoisse visionnaire face à la mécanisation. Ces farces les plus structurées, dont l'emblématique « Les Lumières de la ville », sont pleines d'émotions et reflètent avec justesse la société de l'époque. Visionnaire toujours, il répliquera à la montée du fascisme et de l'antisémitisme avec son film « Le Dictateur ». Chaplin mettra par ailleurs du temps à s'adapter au cinéma parlant. Dans la première moitié des années 30, au moment où tout Hollywood était déjà converti, il s'obstine à tourner 2 films muets, Les Lumières de la ville en 1931 et Les Temps modernes en 1935. Des films muets, certes, mais non silencieux puisqu'ils sont accompagnés de musique composée par Chaplin lui-même. Cependant, à la fin des Temps modernes, Chaplin fait entendre pour la première fois le son de sa voix et choisit de chanter une chanson dans une sorte de charabia dénuée de signification. Dans Le Dictateur, la question du son reste en suspens, mais Chaplin trouve la parade dans un discours final où il défend la liberté avec ferveur. I'm sorry, but I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone.
I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. Accusé de sympathie pro-communiste à l'époque du macartisme, il décide d'émigrer en Europe en 1954, où il finira ses jours en Suisse. Chaplin a été et reste le comique le plus populaire de l'histoire du cinéma. C'est d'ailleurs pour cela qu'il inspire Harold Lloyd, qui commence sa carrière dans le cinéma burlesque sous les traits de Lonesome Luke, un personnage calqué sur Charlot. Il abandonnera ensuite ce personnage en 1917 au profit de son célèbre personnage à lunettes. Contrairement à ses pairs, Lloyd n'écrit pas lui-même. Il engage des gagmen pour lui donner de nouvelles idées qu'il met ensuite en pratique. Casse-cou, il apporte au burlesque des sensations fortes grâce à d'impressionnantes cascades qu'il effectue lui-même jusqu'au milieu des années 20, époque à laquelle les producteurs le feront doubler lors des scènes les plus dangereuses pour des raisons d'assurance. En 1919, il perd 2 doigts dans l'explosion d'une bombe que tout le monde croyait factice, ce qui l'oblige à porter une prothèse dans ses films ultérieurs, sans pour autant l'empêcher d'effectuer ses fameuses cascades, telles que l'ascension d'un building new-yorkais dont monte là-dessus. Excepté pour Max Linder, les héros burlesques sont des gens pauvres du peuple, ce qui favorise leur popularité. Peut-être est-ce aussi pour cela qu'ils regardent les progrès techniques avec scepticisme. Ils sont également d'une grande créativité, en témoignent les nombreux objets qu'ils détournent. Cette maladresse avec les objets du quotidien révèle en fait leur grande souplesse et agilité dont tous font démonstration de leurs nombreuses chutes et acrobaties. Ils sont quasiment tous, si non acrobates, très sportifs. Et c'est certainement aussi pour cela que dans leur filmographie, le sport est un sujet récurrent. Ils sont aussi maladroits socialement, ce qui est à l'origine de nombreux quiproquos qui donnent lieu à des coups et à des courses-poursuites. Mais c'est sans doute ce qui fait leur charme, l'amour étant néanmoins souvent au rendez-vous. Les films burlesques, malgré qu'ils soient très accessibles et d'une apparente simplicité, méritent souvent une double lecture. Au-delà du gag, il y a une réelle critique de la société dans son ensemble, avec le fossé opposant le peuple de la rue et les classes bourgeoises. Le burlesque fait rire grâce à un comique de l'absurde et de l'irrationnel. Des événements extraordinaires ne cessent de faire irruption sans raison dans le quotidien, et cela va tellement vite que la cohérence n'a jamais le temps de s'installer. Et c'est cela qui fait la force de ces films. Tout le monde peut y comprendre quelque chose, et tout le monde rit des chutes, des poursuites, des corps qui se déforment, qui caricaturent le monde réel. Même s'il arrive souvent de voir les mêmes gags dans les films burlesques, c'est avant tout le caractère et la personnalité de l'acteur qui vont lui donner sa force. Quasiment tous issus du monde du spectacle dès leur plus tendre enfance, chaque comique essaye de toucher un public différent avec un style différent qui lui est propre. Que ce soit les rejetés qui sont mis en avant pour Chaplin, la poésie chez Langdon, les classes moyennes chez Lloyd, tout le monde y trouve son compte. À l'arrivée du cinéma parlant, certains préfèrent détourner la parole, alors que d'autres s'adaptent, notamment en insérant des bruitages pour souligner les gags. Cette époque marque également l'apparition de nouvelles stars et le début de la désuétude pour d'autres. Après le début du cinéma muet qui durera jusqu'au milieu des années 1910, viendra une période non moins riche voyant survenir de nouveaux héros. Ces grands noms du début du burlesque auront inspiré de nombreux cinéastes, toutes époques confondues. Et ce n'est pas la transition du parlant qui fera sombrer dans l'oubli ce cinéma populaire, comme en témoignent notamment Laurel et Hardy, ou encore les Marx Brothers, dont les thèmes abordés sont similaires. La critique de la société, avec parfois un refus de la parole chez les héros, notamment Harpo, qui symbolise la période muette. Le parlant ajoute une dimension absurde au burlesque, ou, au contraire, sert à montrer qu'on peut s'en passer pour comprendre le héros et sa cause.
Non! Ce refus ou cette absence de la parole est remplacé parfois par les bruitages qui sont utilisés judicieusement en fonction des situations. De manière plus contemporaine, on peut également citer Jerry Lewis, Tati, qui dans les années 60 ont également réalisé des films burlesques. Pour Lewis, ce sont les thèmes et la manière de jouer maladroite. Tati, lui, sera plus poétique et critique de la société au travers notamment du personnage muet de Monsieur Hulot. De nos jours cependant, le burlesque ne constitue plus un genre cinématographique à part entière et est relégué au simple rôle d'outil comique au sein d'un long métrage, bien qu'il soit encore très utilisé dans l'animation destinée à un public jeune. Si des grands noms burlesques sont encore aujourd'hui connus de tous, c'est certainement parce que leurs films touchent le plus grand nombre de par leurs sujets qui puisent dans le quotidien et le détournent pour apporter le rire.